Je voudrais remercier le professeur de Riclès et les organisateurs de me donner la chance de présenter nos résultats dans le cadre de ce colloque. Si vous demandez à un enfant, donc en l'occurrence ma fille Laura quand elle avait 6 ans, de dessiner des poissons, vous voyez déjà qu'il y a quelques petites inexactitudes phylogénétiques, mais qui ne sont pas très graves à 6 ans, je pense. Mais vous voyez néanmoins que l'enfant est capable de vous reproduire de manière parfaite le niveau de biodiversité qui affecte, qui est observé chez les poissons, donc avec une multitude de formes, de tailles et de couleurs. Donc vous savez également certainement que cette biodiversité affecte par exemple l'écologie des poissons. Une autre manifestation de cette biodiversité, le nombre d'espèces. Les poissons représentent, avec environ 25 000 espèces, la moitié, au moins la moitié des espèces de vertébrés décrites actuellement. Donc ce qui nous intéresse dans mon équipe, c'est de tenter d'analyser, tenter de découvrir dans le génome des poissons des régions génomiques, des processus génomiques et des gènes, tout simplement, qui peuvent être impliqués dans la biodiversité et dans la spéciation chez les poissons, bien sûr en les gardant dans un contexte d'environnement. Donc nous intéressons tout d'abord aux duplications de génomes. Vous savez peut-être qu'il y a environ 350 millions d'années, il y a eu un événement de tétrahaploïdisation dans la lignée des poissons téléostéens, que le génome des téléostéens n'est pas resté à l'état tétraploïde, puisqu'il s'est rediploïdisé de manière progressive. Associé à cette rediploïdisation, nous avons eu perte de nombreux gènes dupliqués, mais d'autres gènes sont restés à l'état dupliqué et ont évolué de manière différentielle dans diverses lignées de poissons téléostéens. Donc, ce qui est un processus qui est certainement impliqué dans la biodiversité, dans la spéciation. Mais je pense que Olivier Jaillon va vous en parler un peu plus demain. C'est un sujet qui est également abordé un petit peu tout à l'heure dans l'exposé de Sylvie Mazan. Nous intéressons également aux éléments transposables. Donc, vous avez un exposé aujourd'hui, un excellent exposé de Dominique Higuet qui vous a présenté ces entités du génome qui sont capables de bouger dans l'ADN, qui sont capables d'induire des réarrangements, de modifier les gènes, etc. Donc on a pu démontrer que les génomes de poissons contiennent beaucoup plus de familles d'éléments transposables actifs que par exemple les mammifères ou par exemple les oiseaux. Donc je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais c'est également un mécanisme, et on sait que ce mécanisme est capable de créer la biodiversité chez les poissons. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un troisième thème d'étude qu'on aborde dans mon équipe, c'est le déterminisme du sexe et les chromosomes sexuels. Alors qu'est-ce que c'est que le déterminisme du sexe? Le déterminisme du sexe, c'est ce qui se trouve à l'apex des cascades de développement sexuel. Donc ce sont, si vous voulez, les interrupteurs qui vont déterminer si un individu va se développer comme un mâle ou comme une femelle. Donc ces interrupteurs, ils peuvent être génétiques, des gènes localisés sur les chromosomes sexuels. Ils peuvent être également environnementaux. Vous savez que certains vertébrés ont un système de déterminisme du sexe qui dépend de la température et que la température va déterminer si un individu va se développer comme un mâle ou une femelle. Donc ces interrupteurs sont en fait les signaux qui vont diriger quelque chose qui se trouve un petit peu plus en aval, qui est appelé la différenciation sexuelle, c'est-à-dire la formation des gonades soit mâles, soit femelles, et l'apparition des caractères sexuels secondaires. Donc si on replace un petit peu les différents systèmes de déterminisme du sexe qui sont observés chez les vertébrés, vous avez des systèmes de déterminisme du sexe qui sont appelés génétiques, soit à hétérogamétie mâle, donc avec les mâles qui ont 2 chromosomes sexuels différents, le X et le Y, les femelles ont 2 fois un chromosome X. Des systèmes à hétérogamétie femelle, cette fois-ci ce sont les femelles qui ont 2 chromosomes sexuels différents, un W et un Z, alors que les mâles ont 2 chromosomes Z. Des systèmes un petit peu plus compliqués, toujours déterminisme génétique, et enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, des systèmes qui sont dépendants de facteurs environnementaux. Donc quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans différentes lignées de vertébrés, on observe qu'il y a des dynamiques évolutives du déterminisme du sexe qui peuvent être complètement différentes. Regardez par exemple chez les mammifères, on a un système de déterminisme du sexe qui est un système à hétérogamétie mâle, qui a été établi il y a environ 180 millions d'années. Donc il y a quelques espèces qui ont perdu ce système-là, mais il a été maintenu sur une période évolutive qui est très très grande. On a également le même type de situation chez les oiseaux. Cette fois-ci, c'est un système de déterminisme du sexe à hétérogamétie femelle, et ce système est apparu dans la lignée des oiseaux il y a environ 100 millions d'années. Et tous les oiseaux qui ont été étudiés pour l'instant ont ce système de déterminisme du sexe. Donc d'un côté, des systèmes qui apparaissent stables pendant l'évolution. Dans d'autres lignées de vertébrés, on observe par contre que c'est un petit peu plus le bazar évolutif. Vous voyez ici, et ici, donc, par exemple, chez les amphibiens, chez les tortues, etc. Et nous, on s'intéresse à ce groupe. Non, voilà, c'est les flèches que j'ai oubliées. Et ici, à ce groupe qui est le poisson, où vous pouvez déjà le voir, on rencontre de nombreux types de déterminisme du sexe différents. Donc ça, c'est une première visualisation de la chose. Si je passe une visualisation, une phylogénie
simplifier des poissons avec différents ordres de poissons. Vous voyez déjà que si on essaie de replacer dessus le système de déterminisme génétique, donc ici hétérogamétie mâle, hétérogamétie femelle, on a également de nombreuses formes d'hermaphrodisme, donc des poissons qui peuvent être en même temps mâles ou femelles, mais plus souvent des poissons qui peuvent être au début des mâles et ensuite des femelles, ou d'abord des femelles et ensuite des mâles. Donc vous voyez que c'est également réparti, distribué partout sur la phylogénie. Des systèmes où on a, par exemple, où on a l'influence de facteurs environnementaux ici, et des systèmes où on a des poissons qui se reproduisent de manière gynogénétique, par exemple, c'est-à-dire que vous avez des descendances qui sont complètement femelles. Donc vous voyez, on a un petit peu de tout. Quand on place ça sur la phylogénie, on voit que c'est distribué partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminisme du sexe, chez les poissons, est extrêmement labile, évolue de manière très très rapide. Et ça, c'est vraiment une simplification, puisque rien qu'en regardant le système de déterminisme du sexe génétique, vous avez d'autres possibilités, donc l'influence de facteurs autosomaux, c'est-à-dire des loci qui sont localisés sur des chromosomes non sexuels, qui vont influencer les systèmes majeurs localisés sur les chromosomes sexuels. Des systèmes où vous n'avez pas de chromosomes sexuels, vous avez des gènes qui sont localisés un petit peu partout dans le génome, et les différents allèles, les différentes combinaisons de ces différents allèles vont déterminer si vous allez avoir un mâle ou une femelle. Vous avez des systèmes avec plusieurs chromosomes sexuels, par exemple le platyfish qu'on étudie dans mon laboratoire a un chromosome X, un chromosome Y et un chromosome W. Vous avez d'autres espèces où vous avez plusieurs paires de chromosomes sexuels. Le tilapia bleu, vous avez une paire de chromosomes XY et une paire de chromosomes WZ. Donc des choses très 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 compliquées. Donc ça c'est à l'échelle des poissons téléostéens. Et quand on regarde simplement dans une famille, vous voyez que la situation elle est exactement pareille. Vous avez ici des poissons appartenant à la famille des poecilidés, donc je vous en parlais un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et vous avez à l'intérieur d'une même famille, vous avez de nombreux systèmes de déterminisme du sexe différents. Donc quelque chose de très spectaculaire qui contraste complètement avec les situations qui sont observées chez les mammifères et chez les oiseaux. Vous voyez qu'ici, par exemple, sur ce poisson qu'on étudie, chez le Platyxiophorus maculatus, on peut avoir à l'intérieur d'une même espèce des populations qui ont une hétérogamétie mâle et des populations qui ont une hétérogamétie femelle. Donc là, c'est pour vous donner un petit peu un exemple de poecilidés. Donc ce sont les groupies que vous connaissez certainement si vous avez un aquarium à la maison, donc qui appartiennent à cette famille, qui sont très apparentés donc, aux poissons du genre Xiphophorus dont je vais vous parler tout à l'heure. Voilà. Donc, pour essayer de me comprendre l'évolution du déterminisme génétique du sexe chez les vertébrés, il faut bien sûr trouver le gène, l'interrupteur génétique, qui va décider si un individu va être un mâle ou une femelle. Donc, vous le savez certainement, chez l'humain et chez la majorité des espèces de mammifères, le gène qui va déterminer le sexe, c'est le gène SRY, qui est localisé sur le chromosome Y, mais absent du chromosome X. Donc tous les hommes ont un gène SRY qui est localisé sur le chromosome Y et les femmes n'en ont pas. Quand on regarde dans d'autres groupes de vertébrés, il y a certaines analyses qui ont déjà été faites sur certaines espèces modèles, et on a réussi à identifier, ou certains groupes ont réussi à identifier les gènes maîtres de déterminisme du sexe. Donc chez un poisson, c'est le cas, deux groupes, un groupe au Japon et un groupe en Allemagne, ont isolé le gène déterminisme du sexe d'un petit poisson japonais qui s'appelle le médaka, Oryzes latipes, qui est un système déterminisme du sexe à hétérogamétie mâle. Ce petit poisson, c'est un poisson traditionnel japonais qui est très très connu des enfants, puisque la comptine que les parents au Japon chantent à leurs enfants parle du petit poisson médaka. Donc ce poisson a été analysé en détail. Ce gène est un gène qui s'appelle DMRT1BY, qui est spécifique du chromosome Y. Ce gène code pour un facteur de transcription qui a un domaine particulier de fixation à l'ADN, qui est un domaine qui s'appelle le domaine DM. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde d'autres modèles où on a d'excellents candidats pour le gène maître de déterminisme du sexe, donc chez un xénope et chez les oiseaux, on voit que les meilleurs candidats pour le gène maître de déterminisme du sexe chez ces espèces est également un gène DM, ici une version du gène DMRT1, comme ici, ici probablement un autre gène, mais néanmoins il semblerait qu'à l'intérieur des vertébrés, mais à l'extérieur des mammifères, la tendance aille dans la direction que les gènes maîtres de déterminisme du sexe soient des gènes qui codent pour les facteurs de transcription qui appartiennent à la famille DM. Donc simplement pour vous montrer un petit peu l'histoire évolutive de ce gène DMRT1BY. Donc en fait ce gène-là chez le médaka, il y en a deux versions. Il y a une version qui est localisée sur les autosomes, ici le gène DMRT1. Ce gène existe également chez les mammifères, également chez l'homme. Il est également impliqué dans le développement sexuel, mais il n'est pas situé au sommet de la cascade. Donc un gène DMRT1 qui est localisé sur les autosomes, qui est en cluster avec deux gènes de la même famille, DMRT2 et DMRT3. Et chez les mâles, il y a une copie supplémentaire qui est localisée sur le chromosome Y qui est ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que pendant l'évolution, vous avez eu duplication d'une partie de ce cluster
duplication transchromosomique, puisque vous avez eu duplication de cette partie qui était localisée sur un chromosome, sur le chromosome 9, qui était transférée ici sur un nouveau chromosome, créant une copie supplémentaire. Le gène fonctionnel qui était maintenu, le gène de MRT1BY, donc cet événement de duplication a créé un nouveau chromosome Y. Donc là, le second chromosome appartenant à la même paire est par définition le chromosome X. Vous avez eu dégénérescence du reste de la région, maintenance de ce gène-là, et en fait, vous avez eu création d'un chromosome Y, simplement par un mécanisme de duplication. D'accord ? Quand on fait la phylogénie moléculaire de ce gène-là, donc la question est de savoir quand est-ce que cette duplication qui a mené à la formation de ce gène maître de déterminisme du sexe chez MEDACA, quand est-ce qu'elle a eu lieu? Donc on fait une phylogénie moléculaire, on fait pour voir le degré de parenté de ce gène d'MRT1BY avec les gènes d'MRT1 chez le MEDACA et chez les autres espèces. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce gène d'MRT1BY est beaucoup plus apparenté au gène d'MRT1 de départ de la même espèce, du MEDACA, qu'avec le gène d'MRT1 d'autres espèces de poissons. Donc ça nous dit que cet événement de duplication de gènes est en fait un événement de duplication de gènes qui est récent. Si ce n'était pas le cas, si c'est un événement plus ancien, vous auriez certains DMRT1 autosomaux qui sont ensemble, qui sont plus apparentés ensemble. Donc ici, événement de duplication très récent dans l'évolution. Quand on regarde un petit peu également la présence de ce gène chez différentes espèces de poissons du genre Orysias, quand on regarde également qu'on localise les chromosomes sexuels sur la carte génétique de ces espèces, on voit qu'ici vous avez Orysias latipes, donc le MEDACA, c'est ce que je vous ai montré. Le gène d'MRT1Y est sur le chromosome 1, qui est en fait le chromosome sexuel du MEDACA. Dans une espèce apparentée, Orysias curvinotus, vous avez ce gène qui est également présent, également sur le chromosome 1. Par contre, quand on regarde dans les espèces qui sont un petit peu plus externes, donc ici, dans Sena et Mekongensis, on se rend compte qu'en fait, que le gène d'MRT1 n'est pas présent, et qu'en plus que les chromosomes sexuels sont sur d'autres, correspondent à d'autres chromosomes. Ce qui veut dire qu'en fait, le chromosome sexuel du MEDACA, l'événement de duplication de gène, a eu lieu ici, juste avant la formation de ces trois espèces, mais après leur divergence de ces deux espèces-là. Donc ça suggère encore, ça démontre même que c'est un événement de duplication qui est récent. De plus, quand vous regardez cette espèce ici, on pourrait s'attendre au niveau évolutif à ce que le gène soit présent et que le chromosome sexuel soit le chromosome 1, mais ce n'est pas le cas. Le gène n'est pas là, et le chromosome sexuel Y correspond à un autre groupe de liaison. Donc ça veut dire que déjà, ce gène qui a été inventé il y a relativement peu de temps a déjà disparu chez certaines espèces. Donc ça démontre quand même la dynamique évolutive extraordinaire des chromosomes sexuels et des gènes de déterminisme du sexe chez les poissons. Mais néanmoins, la conclusion intéressante pour nous est que ce gène-là, même si c'est le gène de déterminisme de sexe de deux espèces, ce n'est pas le gène maître déterminisme du sexe chez les poissons. C'est-à-dire qu'on a encore plus de 25 000 espèces analysées pour avoir une idée de la dynamique évolutive. Oui, pas mal de travail devant nous. Donc la conclusion de cette première partie introductive, c'est que le déterminisme du sexe évolue très rapidement chez les poissons. Je pense que je vous ai convaincu. Qu'il y a une association possible entre cette dynamique évolutive extraordinaire du déterminisme du sexe et la création de nouveaux gènes de déterminisme du sexe, l'apparition de nouveaux gènes de déterminisme du sexe et de nouveaux chromosomes sexuels. Donc une situation complètement différente, encore une fois, de ce qu'on a observé chez les mammifères et chez les oiseaux. Et il est possible que ce mécanisme, que cette dynamique extraordinaire soit en liaison avec des phénomènes de spéciation. Alors pourquoi parler de spéciation avec les chromosomes sexuels? Vous le savez certainement. Dans de nombreux cas, on a trouvé que des gènes qui jouent un rôle dans la spéciation sont localisés sur les chromosomes sexuels. Donc certains gènes qui sont impliqués dans ce qu'on appelle un isolement reproductif prézygotique, c'est-à-dire qu'il va y avoir un empêchement de croisement entre individus venant de deux populations de deux espèces. Donc dans la plupart des cas, ces gènes sont impliqués dans ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Et chez les poissons, ce sont des gènes localisés sur les chromosomes sexuels qui codent pour des patrons de pigmentation. Donc par exemple des patrons de pigmentation qui sont localisés sur le chromosome Y et qui vont rendre les mâles attractifs pour certaines femelles, mais pas pour d'autres. Nous intéressons également à un autre mode d'isolement reproductif, qui est un isolement reproductif qu'on appelle post-zygotique, qui se manifeste par deux choses. Ici, c'est ce qui nous intéresse plus particulièrement, un isolement reproductif qui amène à la stérilité des hybrides ou de certains d'un sexe chez les hybrides, donc des gènes qui sont généralement impliqués dans la fertilité. Une autre forme de reproduction, d'isolement reproductif post-zygotique, c'est également l'inviabilité des hybrides, qui peut être générale ou qui peut être spécifique d'un sexe.
Donc un mécanisme potentiel qui est vraiment très simple, qui était proposé pour un autre modèle évolutif important chez les poissons qui sont les cyclidés des grands lacs africains. Donc si vous avez ici un mâle et une femelle qui ont un système de déterminisme du sexe hétérogamésimal, vous avez le mâle qui est XY, la femelle qui est XX. Si pour une certaine raison, par exemple, parce qu'il faut augmenter dans le cadre d'une petite population la fréquence des femelles, on a un gène suppresseur du chromosome Y qui va être un gène qui va induire des phénotypes femelles. Et si vous avez apparition d'un chromosome W ici, vous allez avoir donc un nouveau système de déterminisme du sexe qui va apparaître. Donc ici, des femelles qui vont être WZ et des mâles qui vont être ZZ. Et si, sur le nouveau chromosome W, ce nouveau chromosome sexuel, vous avez un gène de pigmentation qui est lié au nouveau gène maître de déterminisme du sexe, vous allez par exemple avoir ici maintenant des femelles qui vont être rouges. Et toutes les femelles vont être rouges puisque le gène est localisé sur le chromosome W, s'il n'y a pas de recombinaison entre les deux chromosomes. Les mâles, eux, vont rester bleus. Vous allez avoir une évolution qui va faire que les mâles, en fait, vont reconnaître ces femelles pour l'accouplement. Donc, il veut dire qu'en fait, vous allez avoir un mécanisme d'isolement prézygotique, puisque ces mâles-là, maintenant, vont reconnaître les femelles rouges, mais ne vont plus reconnaître, ou moins bien reconnaître les femelles de départ. Et ces mâles-là, eux, reconnaissent les femelles bleues, mais ne reconnaissent pas les femelles rouges. D'accord ? Donc, simplement, avec un changement de chromosome sexuel, avec des gènes de pigmentation qui sont localisés sur le niveau chromosome sexuel, vous allez avoir un mécanisme d'isolement prézygotique. Voilà. Donc, pour mieux comprendre la dynamique extraordinaire du déterminisme du sexe chez les poissons, il faut étudier beaucoup de modèles. Vous avez vu qu'en étudiant qu'un seul modèle, on a des informations sur un groupe restreint d'animaux. Ce sont les différents modèles qui sont utilisés actuellement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les modèles les plus avancés sont l'épinoche, le tilapia du Nil, les poissons coffres, donc particulièrement fougou, puisque tétraodon, c'est un petit peu plus difficile de travailler dessus. Des modèles qui sont très intéressants, qui sont les salmonides, où là on a un système général de déterminisme du sexe qui est hétérogamésimal, mais avec des chromosomes différents, des chromosomes sexuels différents, chez différentes espèces de salmonidés. Donc quelque chose de très intéressant. Le poisson zèbre, c'est très compliqué de travailler dessus, il n'y a pas de chromosomes sexuels, il n'y a pas de marqueurs liés au sexe, donc quelque chose que pour l'instant personne n'étudie vraiment au niveau du déterminisme du sexe. Le médacage, j'en ai parlé. Et ça, ce sont les poissons que nous étudions plus particulièrement. Le Platyxiphosaurus maculatus, qui est apparenté, comme je dis tout à l'heure, au goupil Poecilia reticulata. Voilà donc des poissons qui sont divisés en deux catégories, qui sont les porte-épées et les platies, donc qui sont originaires du Mexico, Guatemala, etc. Donc un petit peu plus d'une vingtaine d'espèces décrites actuellement. Et ces poissons sont connus pas forcément comme modèle pour étudier le déterminisme du sexe, mais pour étudier la formation des mélanomes. Car on sait depuis les années, disons 1929-1930, que quand on croise deux espèces de Xiphophorus, sans aucun traitement exogène, on obtient des poissons qui développent des mélanomes très invasifs qui vont attaquer les muscles du poisson, qui vont empêcher le poisson de nager, qui vont amener à la mort du poisson. Et certains mélanomes sont tellement nocifs qu'au bout de 3 semaines, certains poissons, dans certains patrons de mélanomes, peuvent mourir, après 3 semaines. Donc quelque chose de très agressif. En fait, c'est ce dont je viens de vous parler. Si vous faites un croisement interspécifique entre deux espèces de Xiphophorus, pas n'importe lesquelles, donc ici vous avez un platy et ici vous avez un porte-épée Xiphophorus celeri, vous obtenez dans la descendance des poissons qui vont développer un petit peu plus de pigmentation sur la nageoire dorsale par rapport aux poissons d'origine. Et si vous refaites un croisement en retour avec le parent Xiphophorus celeri, avec le poisson porte-épée, vous allez obtenir dans un quart de la population des poissons qui vont développer des mélanomes très invasifs et qui vont mourir. Voilà. Donc la génétique de la chose, il y a un locus qui va donner la formation de mélanomes, un locus tumeur, qui a été caractérisé au niveau moléculaire par l'équipe de Manfred-Schaertel en Allemagne, à Würzburg, qui est un oncogène qui appartient à la famille EGFRB. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un oncogène qui est actif de manière constitutive. Le récepteur codé par cet oncogène actif de manière constitutive fonctionne sans ligand. Si vous avez chez ce poisson, vous n'avez aucune activité de l'oncogène, car il est réprimé par un suppresseur de tumeur qui est codé par un gène qui est localisé ailleurs dans le génome. Quand vous avez cette combinaison, donc l'oncogène et cette version active du suppresseur de tumeur, vous n'avez pas de mélanome. D'accord ? Donc le poisson de départ, lui, n'a pas de problème. Par contre, quand vous faites un premier croisement, vous enlevez une copie active, donc cette copie-là, vous l'enlevez du génome et vous la remplacez par une copie du répresseur inactif qui est dans le génome Ellery. Donc vous avez déjà un début de lésion prémaligne, et ensuite, dans un quart de la population, vous avez toujours l'oncogène et vous n'avez plus aucune version du suppresseur de tumeur. Dans ce cas-là, vous avez expression de l'oncogène
vous avez formation des mélanomes. Donc ce gène a été proposé par certains auteurs comme étant un gène de spéciation, puisque d'une certaine manière, il n'a absolument aucun effet délétère sur les poissons de départ, sur les espèces de départ. Par contre, dans les croisements interspécifiques, au moins une partie des poissons ont des mélanomes, donc ont vraiment des problèmes de viabilité certains. Ce qui nous intéresse dans notre thématique également, c'est que cet oncogène X-merc est localisé sur les chromosomes sexuels. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 3 types de chromosomes sexuels, le W, le X et le Y chez le platy. Les femelles peuvent être WX, WY ou XX, les mâles peuvent être XY ou YY. Je ne parlerai pas du chromosome W, car nous avons travaillé, pour simplifier les choses, dans une souche qui n'avait que le chromosome X et que le chromosome Y. Donc cet oncogène X-merc qui est localisé ici, a été formé par un événement de duplication sur les chromosomes sexuels à partir d'un proto-oncogène qui est localisé ici. Nous cherchons à isoler le gène maître de déterminisme du sexe, SD, pour sex determination, qui est localisé là. Et nous avons des loci qui nous intéressent très particulièrement, deux loci impliqués dans la pigmentation. Ici, c'est un loci qui est impliqué dans la pigmentation de cellules qui sont, si vous voulez, des gros mélanocytes, qui produisent de la mélanine, les macromélanophores, et qui sont en fait les précurseurs des mélanomes. Ici, un autre patron de pigmentation, enfin, un autre locus qui contrôle un patron de pigmentation, qui est le patron de pigmentation red yellow, qui est responsable de pigmentation rouge-orangée dans certaines parties du corps des poissons. Et un autre locus qui est extrêmement polymorphe, comme les locus de pigmentation également, qui est un locus de puberté qui contrôle le moment où les poissons vont atteindre la maturité sexuelle. D'accord ? Donc ici, comme trouvé sur d'autres chromosomes sexuels, on a des loci qui sont impliqués dans la pigmentation, et des loci qui sont impliqués dans la reproduction. Donc ce qu'on a fait, on a commencé un gros programme de clonage, comment on dit ça en français, clonage positionnel, merci. Donc en partant du marqueur X-merc, donc cet oncogène qui était caractérisé au niveau moléculaire, en partant du proto-oncogène dont on connaît également la séquence, nous avons effectué ce qu'on appelle une marche sur les chromosomes sexuels. On a tout d'abord généré une banque d'ADN génomique, on a coupé l'ADN du génome de mâles XY en fragments d'environ 150 kilobases. On les a clonés dans un vecteur bactérien. On a isolé des clones qui contenaient soit l'oncogène, soit le proto-oncogène, soit d'autres marqueurs moléculaires qu'on avait à disposition. Et on a commencé à assembler ces contiques, c'est-à-dire je prends celui-là, je prends les séquences au bout, je cherche des clones qui sont chevauchants, etc. Travail qui a l'air super simple. C'est un travail qui nous a pris plus de 5 ans et qui n'est pas encore terminé. Donc la première chose qu'on a fait, c'était de regarder à quoi ressemblent nos chromosomes sexuels. On a pris des bacs qu'on a isolés au départ, des clones BAC, donc chromosomes bactériens artificiels isolés au départ avec X-merc ou avec le proto-oncogène. On l'a, en collaboration avec Catherine Ozouf-Costas au Muséum d'histoire naturelle, hybridé sur les chromosomes de mâles, ici, et de femelles. Et ce que vous voyez, c'est que chez les femelles, il n'y a pas de différence entre les deux chromosomes sexuels, on s'y attendait 2 fois X. Par contre, ici, alors qu'on pourrait s'attendre à des différences entre le X et le Y, comme c'est le cas par exemple chez l'humain, il n'y a aucune différence entre le X et le Y. Voilà. Donc ce qui signifie que l'état de différenciation entre le chromosome X et le chromosome Y est très très réduit, au contraire de ce qui se trouve par exemple chez les mammifères. Donc ce qui suggère, comme on l'a observé chez les médacas, que les chromosomes sexuels ici sont une étape précoce de différenciation, qui ne sont pratiquement pas différents, qui ne sont pas différents au niveau cytogénétique. Donc ce sont des chromosomes sexuels qui sont vraisemblablement des chromosomes sexuels qui sont jeunes au niveau évolutif. Voilà la situation actuelle. Donc nous avons couvert 3,5 mégabases du chromosome Y, 2,5 mégabases du chromosome X, donc quelque chose qui était très difficile parce que cette région est pleine de séquences répétées, pleine de duplications, quelque chose qui est vraiment extrêmement difficile à analyser, quelque chose que vous ne pouvez pas avoir en faisant une approche de type séquençage complet de génome, quelque chose qu'il faut faire vraiment de manière minutieuse. Donc j'ai quelques thésards qui sont devenus un petit peu fous à cause de ça, mais bon, on a quand même beaucoup progressé. Nous avons eu la chance de voir notre projet de séquençage accepté par le Génoscope. Donc actuellement, vous avez tous ces clones BAC qui sont en jaune, qui ont été complètement séquencés. La structure est tellement difficile que même à l'intérieur d'un clone BAC, les spécialistes n'arrivent pas à assembler la séquence du clone BAC sur 150 kilobases. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment extrêmement difficile. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'on n'a pas de gène DMRT dans cette région. Donc on ne va pas trouver un gène DMRT comme il a été trouvé dans d'autres espèces de vertébrés. On n'a pas de gène SOX dans cette région, donc le gène SRY dont je vous ai parlé, c'est un gène SOX, donc on n'a pas de gène SOX. Donc ce qu'on va trouver comme gène maître de déterminisme du sexe, c'est quelque chose de nouveau. On n'a pas de synthénie, c'est-à-dire de conservation, d'arrangement de gènes avec ce qui est connu sur les chromosomes sexuels d'autres espèces de poissons. Donc ça suggère effectivement que les chromosomes sexuels de poissons ont des origines évolutives indépendantes. Ce qui est écrit ici. Voilà.
Donc c'est également en accord avec le fait que les chromosomes sexuels du platyfiche sont les chromosomes sexuels jeunes. Donc on a trouvé pour l'instant environ 70 gènes, donc voilà, qui sont, vous voyez, à correspondance avec certains chromosomes du génome humain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a trouvé une région synthénique entre les chromosomes sexuels du platyfiche et les chromosomes sexuels mammifères. Donc c'est la première fois à notre connaissance qu'une synthénie entre chromosomes sexuels est trouvée entre deux espèces de vertébrés séparés par 450 millions d'années d'évolution. C'est peut-être du hasard, peut-être que c'est nôtre, que ça veut dire quelque chose au niveau évolutif, pour l'instant on n'en sait rien. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? Je vais vous donner 3 exemples de gènes, parce que je ne veux pas m'attarder non plus sur l'analyse détaillée de tous les gènes. Ce gène-là nous intéresse particulièrement, c'est un gène qui est un récepteur d'hormones, qui fixe des hormones qui s'appellent les mélanocortines, donc par exemple l'alpha-MSH, la CTH. Donc un récepteur qui a 7 domaines transmembranaires, qui est capable d'interagir avec des protéines G, qui est capable d'activer des adénylynes cyclases, production d'AMP cyclique, activation d'une protéine kinase A, activation de gènes, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la biochimie. Ce gène-là, normalement, c'est un gène qui est présent en une seule copie dans toutes les espèces de vertébrés qui ont été analysées. Si vous prenez une sonde spécifique de ce gène, vous l'hybridez sur de l'ADN génomique de poissons Xiphophorus venant du Mexique, vous voyez qu'on a plein de copies. On a jusqu'à 10 copies de ce gène. Donc ce gène est dupliqué chez Xiphophorus alors qu'il ne l'est pas dans d'autres espèces. Vous voyez également un fort niveau de polymorphisme concernant la nature des copies présentes chez certains individus et le nombre de copies. Là, vous êtes à l'intérieur d'une même espèce, d'accord, Xiphophorus maculatus, et là, vous êtes même à l'intérieur d'une même population. Donc vous voyez variabilité interindividuelle à l'intérieur d'une population qui est énorme. Donc on a cloné tous ces gènes, toutes ces copies, on les a analysées, on a fait une analyse phylogénétique, la première chose qu'on a faite. Et ce que vous voyez, c'est qu'ici, vous avez une amplification de ce gène, une explosion de ce gène, qui est très très récente. Ici, vous avez un autre polycylidé qui est là, on a cloné le gène qui est un gène copie unique, et c'est après la séparation, la divergence entre cette espèce de polycylidé et Xiphophorus. Donc quelque chose qui est vraiment explosif, mais quelque chose de très récent. On a également cartographié toutes ces copies, et qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que toutes ces copies sont localisées sur les chromosomes sexuels de Xiphophorus. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a 2 régions dans notre comparaison entre l'X et le Y, on a pu trouver 2 types de régions. Des régions qu'on appelle des régions pseudo-autosomales, où le chromosome X et le chromosome Y sont très semblables, voire identiques. Donc on a encore de l'échange d'informations génétiques entre chromosome X et chromosome Y. Et ici, même si on a certains gènes qui sont présents sur le X et le Y, vous avez des différences. Donc ici, c'est la région de déterminisme du sexe. Et vous avez ici donc des copies présentes à la fois dans la région pseudo-autosomale et des copies présentes dans la région de déterminisme du sexe qui différencie le X et le Y. On a analysé toutes ces copies au niveau biochimique pour voir si elles étaient capables d'être stimulées par des hormones, voir si elles étaient capables de transmettre un signal, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'on a pu démontrer, c'est que sur 10 copies qu'on a analysées sur le X, 10 copies qu'on a analysées sur le Y, il y en a au moins 9 qui sont exprimées, qui produisent des récepteurs qui ont des caractéristiques biochimiques différentes. Donc ça, ce sont des récepteurs en copie unique d'autres espèces. Ici, c'est un type de récepteur que je qualifierais de sauvage, présent dans la région, mais qui est peu stimulable, qui n'a pas une activité constitutive énorme sans hormones, qui est très bien stimulable quand on ajoute des hormones. Vous avez d'autres copies de ce gène qui ont un niveau d'expression constitutive qui est plus élevé, c'est-à-dire que même sans hormones, ça fonctionne très très bien. Vous avez des récepteurs qui sont apparemment morts, c'est-à-dire que même si vous mettez de l'hormone dessus, vous n'avez aucune stimulation des voies biochimiques. Par contre, on sait que ces récepteurs-là sont exprimés et qui sont capables d'attraper les hormones sans transmettre le signal. Donc ce qu'on appelle des récepteurs dominants négatifs. Donc là aussi, ils sont exprimés, ils sont là, ils attrapent les hormones. Donc vous avez ici, spécifiquement sur les chromosomes sexuels du platyfiche, dans la région de déterminisme du sexe, vous avez amplification d'une famille de gènes, vous avez divergence entre ces différents gènes, et ces gènes-là ne sont pas des pseudogènes, ils ont des propriétés, ils donnent naissance à des gènes qui ont des propriétés physiologiques, des propriétés biochimiques qui sont différentes. Donc simplement pour montrer que cette région de déterminisme du sexe, du chromosome sexuel, c'est un laboratoire évolutif. C'est une région où de nombreux gènes sont créés, où des gènes explosent, où des gènes sont formés, où il y a l'innovation génétique. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, est très intéressant. Et ça, c'est un exemple. On a au moins des exemples de 6 ou 7 gènes qui sont dupliqués à haute fréquence dans cette région de déterminisme du sexe. Un autre gène qu'on a trouvé qui est présent à 2 copies, c'est un gène qui s'appelle Buckyball 1 et Buckyball 2, donc des gènes qui sont apparentés, mais qui sont issus d'un événement de duplication très ancien, qui sont spécifiques des ovaires, spécifiques des oocytes. Et sur ce gène-là, il y a un papier qui vient de sortir très récemment, il y a quelques semaines, qui démontre que ce gène-là est impliqué dans la formation des cellules germinales. Donc on a sur les chromosomes sexuels du platy
bien que ce soit des chromosomes récents, on a des gènes qui sont impliqués dans la formation des cellules germinales, donc des gènes de reproduction. Le dernier gène dont je vais vous parler, c'est un gène qui est localisé ici, dans cette région, un gène qui s'appelle SWIMI. Donc cette région, je vous l'ai dit, c'est la région qui différencie le chromosomique du chromosome Y. Pour tester, pour être sûr que nous sommes bien dans la région de déterminisme du sexe, nous avons utilisé un marqueur ici, un pseudogène. Nous avons regardé s'il était présent chez les mâles et chez les femelles. Ce marqueur est présent chez les 300 mâles qu'on a testés, absent des 300 femelles qu'on a testées. Donc nous sommes vraiment ici dans la région de déterminisme du sexe. Donc ce gène est un gène nouveau, qui est présent sur le Y, mais qui est absent du X. Donc c'est quelque chose d'intéressant dans le cadre d'un gène de déterminisme du sexe, qui a une forme exprimée de manière ubiquitée dans tous les organes qui ont été testés. Donc ici, vous avez un codon stop. Par contre, de manière spécifique, dans les testicules et dans les spermatogonies, vous avez un intron supplémentaire qui est inclus, qui donne formation à un cadre de lecture ouvert qui est beaucoup plus long, spécifique des gonades. La forme ubiquiste, c'est une forme qui contient des motifs d'interaction à l'ADN, peut-être un facteur de transcription, donc. Et la forme qui est spécifique des gonades, ce sont des motifs qui sont trouvés dans les protéines, qui interviennent dans la fixation d'un peptide aux protéines qui s'appelle SUMO, donc quelque chose qui est plutôt de la modification post-translationnelle, traductionnelle. Voilà. Donc pour conclure, nous avons trouvé sur les chromosomes sexuels du platyfiche des gènes impliqués dans la reproduction, des gènes impliqués dans la pigmentation. Donc ce gène XMERC correspond au locus tumeur, donc c'est déjà démontré. Le récepteur mélanocortine pourrait correspondre à un des locus impliqués dans la pigmentation, des loci impliqués dans la pigmentation, puisque un récepteur mélanocortine chez les mammifères et même chez les poissons est impliqué dans la pigmentation. Ça pourrait également être un locus qui correspond, ou le gène qui correspond au locus de puberté, puisque le gène MC4R en fait contrôle le comportement alimentaire chez les vertébrés, va donc contrôler la croissance chez les poissons, et chez les poissons, eh bien, la croissance détermine le moment de la puberté. Et on a des indications qui, en fait, vraiment démontrent que ce gène-là correspond au locus de puberté. On a également isolé un autre gène qui s'appelle la GTP cyclohydrolase, qui code pour une GTP cyclohydrolase, qui est en fait un enzyme qui est très important pour la synthèse de ptéridine, qui sont les pigments responsables de la pigmentation rouge-orangée du locus, donc un excellent candidat. Et enfin, le gène SUMI, qui est nos gènes potentiels de déterminisme du sexe. Donc je voudrais remercier toutes les personnes dans le laboratoire à l'École normale supérieure de Lyon qui sont impliquées dans ce projet, les personnes dans mon équipe quand j'étais basé en Allemagne, remercier également tous les collaborateurs qui participent à ce projet, particulièrement Manfred Scharter, Université de Würzburg, le Génoscope et Catherine Ozokostas au Muséum. Je vous remercie pour votre attention.